J'aimerais vous donner un petit historique. Ça fait 2 ans que cette équipe et d'autres personnes travaillent fort sur ce sujet, sur cet enjeu de société. Il y a eu des pétitions qui ont circulé, des pétitions signées par 30 000 personnes, 33, 34 000 personnes, des parents partout au Québec qui ont exprimé leurs préoccupations et même leur refus face à ce programme-là. L'équipe qui est ici, moi je suis peut-être un peu trop jeune pour ça, mais les 2 co-auteurs ont été impliqués dans le passé sur l'enjeu du programme ECR et ont vu que la judiciarisation de ces débats-là mène à beaucoup de frustration, des dépenses, et finalement termine en queue de poisson. Personne n'est content. D'ailleurs, des partis politiques, l'année dernière, en 2018, au provincial, tels que le PQ, voulaient carrément enlever le cours ECR. Nous, on n'est pas dans une logique de combat. On n'est pas là pour faire des procès judiciaires. Comment tout ça, ça a commencé? Il y a à peu près 2 ans, on a pris connaissance que le gouvernement voulait imposer ce programme qu'on estime est un de sexualisation précoce qui est contraire à notre vision du monde. Donc, les enseignements viennent trop vite, trop tôt et ne correspondent pas à notre façon de voir les choses. Dans notre cas à nous, c'est la vision du mariage traditionnel, la vision de l'amour, la vision de la sexualité. Nous avons pris 1 an pour bien étudier le programme. Et en 2018, la 2e année, nous avons réfléchi à la manière qu'on pouvait aborder cela. Et on s'est dit, puisque le gouvernement ne présente pas ou n'impose pas un livre, un volume, une encyclopédie de la sexualité à tous les enseignants, puisque le gouvernement a émis seulement des objectifs pédagogiques, on s'est dit, bien, sommes-nous d'accord avec ces objectifs pédagogiques? Est-ce qu'on veut moins de grossesse juvénile? Oui. Est-ce que nous voulons moins d'intimidation? Oui. Est-ce qu'on veut moins d'infections transmises sexuellement? Absolument. Personne ne veut des problèmes. Donc, on s'est dit, bien, finalement, l'objectif final du gouvernement, il est louable. On peut travailler avec ça. À quoi ça sert de nous battre et de dire on ne veut rien savoir? Bien, dans le fond, nous aussi, on veut. Et est-ce que c'est possible que les parents ne parlent pas à leurs enfants? Bien, oui, il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas de sexualité à leurs enfants, même si c'est 2019. C'est aussi une réalité de notre société. Alors, nous comprenons que le gouvernement veut ce programme-là dans toutes les écoles. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne parle pas à ses enfants ou que tout le monde ne veut pas parler à ses enfants. Est-ce qu'il y a une place dans cette société aux parents qui veulent s'impliquer avec leurs enfants? Et on s'est dit, bien, et si nous, on disait, je ne demande pas un droit d'exemption qui, à toute fin pratique, n'existe pas parce que les ministres de l'Éducation l'ont interdit. Si on dit, je veux que mon enfant demeure inscrit au programme, qu'il atteigne les objectifs du gouvernement, bien, et si on faisait ça, mais on avait un moyen alternatif, comme par exemple un enfant qui a des besoins spéciaux, que ce soit des troubles d'apprentissage ou de développement. Il existe des plans d'intervention ou des cheminements pédagogiques alternatifs. On ne réinvente pas la roue. On s'est dit, bien, si on créait un cheminement alternatif qui se négociait de bonne foi, dans le respect du travail de l'école, qui se négocie entre le parent et le professeur. Dans le fond, ce sont les objectifs qui sont obligatoires, obligés par le gouvernement, et non pas la manière qu'ils sont livrés. Donc, dans ce cas-là, on s'est dit, bien, prenons ce programme-là et on va construire un livre. Dans ce livre, on va mettre tous les objectifs pédagogiques du ministère. Dans une colonne à gauche et dans une colonne à droite, nos réflexions. Vu que ce sont les parents les premiers éducateurs, bien, les parents qui connaissent leur enfant mieux que le professeur,
bien, eux sauront la meilleure façon de livrer le contenu qui est dans la colonne à gauche à leurs enfants. Et les réflexions qui sont là ne sont que des pistes de réflexion, un début. Et tout cela est fait dans un esprit de paix et de négociation avec le professeur qui aurait pris une entente préalable avec le parent pour que le parent puisse être la ressource éducative. Donc, c'est vrai, le gouvernement, depuis des décennies, a voté une loi sur le multiculturalisme qui défend les ethnies, mais aussi les religions. Nous avons dans toutes les chartes des droits, un droit à la conscience. Et quand on regarde le programme qui est préparé par le gouvernement, on se dit, bien, ce programme, si on veut la laïcité dans les écoles, bien, ce programme tel qu'il est présenté par le gouvernement, il est contraire à notre foi à certains égards, à plusieurs égards. Donc, est-ce que l'État n'est pas en train de venir attaquer notre vision du monde qui est enracinée dans notre foi et dans nos croyances? N'est-ce pas une entorse au principe de laïcité que tout le monde a sur les lèvres? Donc, c'est dans cet esprit que nous avons voulu prendre un peu plus de contrôle sur le moyen que les contenus obligatoires sont livrés aux enfants. Je pourrais en parler longuement, encore beaucoup plus longuement, mais je crois que tout le monde veut entendre nos deux panélistes et avoir un peu de temps pour la période de questions. Alors, sans plus tarder, donc, je vais céder la parole à Dr. Ayas. Le livre est sorti seulement il y a une semaine. Ça fait une semaine. On n'en a pas encore... on a commandé des copies, on ne les a pas reçues. Ça prend une semaine ou deux dans le courrier, mais ça va arriver. C'est un livre qui coûte $10 et il est bon pour les 4 premières années d'école. Pour le préscolaire, ensuite première année, deuxième année, troisième année. Donc, je pense que ce n'est pas trop cher. Depuis une semaine que ce livre a été annoncé, il y a eu comme une tempête médiatique. On dirait que le sujet a touché une corde sensible chez les gens. Je ne parlerai pas que ça a touché une corde sensible chez les journalistes, parce que les journalistes, c'est leur travail, mais les familles sont inquiètes. Il y a beaucoup de familles qui sont inquiètes. D'ailleurs, juste le fait de lire certains titres dans les articles évoque une certaine, des fois de la peine, des fois une gêne, des fois on se pose des questions, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils nous qualifient de cela. On dit par exemple que l'éducation sexuelle, c'est la foi dans l'ignorance, comme quoi les parents veulent garder les enfants ignorants, personne ne veut parler à ses enfants et l'Église ne veut pas que les enfants sachent. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mystérieux à cacher dans l'éducation sexuelle. On en a partout. Nous-mêmes, on en a été privés, mais on a fini par être des bonnes personnes quand même. Je ne vois pas quel est le... Est-ce que c'est l'ignorance qui nous a fait chrétiens, qui a alimenté notre foi? Je ne le pense pas. Alors je pense qu'il y a un discours qui est anti-chrétien dans les médias. Un autre article que je me permets de citer, c'était dans le Journal de Montréal. Le premier était dans le Devoir. Alors, dans le Journal de Montréal, à qui appartiennent les enfants? Alors, les gens se demandent à qui appartiennent les enfants. Parce que les parents viennent de faire une démarche pour leurs enfants, on leur dit, est-ce que les enfants vous appartiennent? Si votre garçon il casse le carreau, la vitre du voisin, ben vous êtes responsable. Par contre, si votre fille qui a 14 ans, elle tombe enceinte, ben vous ne pouvez pas lui dire d'aller se faire avorter ou non. Vous n'avez rien à voir dans ça. Elle peut aller, puis elle ne demande pas votre opinion parce que la travailleuse sociale ou la psychologue ou ci ou ça vont lui conseiller.
Mais est-ce que les enfants nous appartiennent? Mais oui, ça nous appartient. La chair, le sang, l'hérédité, on travaille toute notre vie pour eux, on a rêvé de les avoir, on les a eus, on a tout le temps travaillé pour eux, on leur garde leurs petits-enfants, on garde les petits-enfants, on continue à travailler, puis un jour ils vont prendre tout le reste de notre argent. Ils appartiennent à qui? Ils n'appartiennent pas au ministère de l'Éducation. Mais là, on dit, bien sûr, les parents sont les premiers responsables, mais l'État occupe une place considérable dans la vie des enfants. Oui. Mais qu'ils prennent ces responsabilités et qu'ils arrêtent la porno à la télévision et dans les médias sociaux. Comme ça, ils auront vraiment fait quelque chose pour les enfants. Mais on est dans la société de consommation. Alors ils disent, les parents ne sont pas non plus des exemples à suivre. Les parents, ils sont pas tellement corrects. Ou ils ne savent pas parler de sexe avec leurs enfants, ou ils ne les éduquent pas à la pudeur. Ben, là, c'est les deux extrêmes. Ou bien on ne veut pas parler de sexe avec eux, ou bien on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et elle termine l'article en disant « L'école d'aujourd'hui est compensatoire des manquements des parents ». Ça, on est habitué à prendre toujours le blâme. Pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as... Alors, les parents sont bons pour prendre le blâme. Par contre, dans la société actuelle, la famille, elle vit des jours dangereux. Depuis plusieurs dizaines d'années, on se fait maltraiter, on n'a pas bonne presse, on n'est pas bon, et on se fait tasser de façon systématique. Alors, il va falloir que les parents se défendent. Il va falloir que les parents reprennent leur autorité parentale, reprennent leur place, reprennent... Cette société-là n'est pas faite juste de gens qui rêvent, puis de gens qui fument le pot, puis de gens... Non, elle est faite de familles qui travaillent dur. Mais il faut qu'ils prennent leur place, les parents. Il faut qu'ils revendiquent. S'ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas, il faut qu'ils se plaignent, il faut qu'ils crient, il faut qu'ils aillent aux journaux, il faut qu'ils demandent leurs droits. Tout le monde est bon pour faire du lobby, mais pas les parents. Pas les parents chrétiens, pas les parents catholiques, pas... Pourquoi? Alors, nous, on a embarqué il y a à peu près 1 an dans ce projet-là, parce que quand Raymond nous a présenté les objectifs du ministère, on s'est dit, come on, ils font tout un cours, de la maternelle jusqu'à l'âge de 18 ans, puis dans tout ce programme d'éducation à la sexualité, il n'y a personne qui leur a parlé d'amour. Il n'y a pas d'amour dans ce programme. On ne parle pas d'amour. À part la sexualité, puis les relations amoureuses, puis les relations sexuelles, mais ce n'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est quand on donne, quand on se sacrifie, quand on fait quelque chose pour les autres, pour la société, quand on donne à ses enfants, qu'on donne aux autres enfants. Si vous ne voulez pas parler de chasteté, d'abstinence, d'amour, de vertu, de spiritualité, vous faites quoi alors? Parlez juste de... Alors ils parlent que tout est bon. Pour eux, tout est bon. Tu sors avec ta copine, que tu aies 15 ans, c'est bon, que tu aies 11 ans, c'est bon, que tu aies 8 ans, c'est bon. C'est précoce, mais c'est bon. Il n'y a pas un jugement moral, il n'y a pas de valeur qui est donnée à ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui va leur dire à nos enfants, ça c'est bon ou pas bon. Et c'est ça qui, parmi les choses qui manquent dans ce livre-là, parmi les choses qui sont dangereuses dans ce livre-là. Il y a d'autres choses aussi, on peut en parler.
Ce programme d'éducation à la sexualité, le ministère en a fait un projet pilote depuis 2015. Donc, la première année, 2015-2016, il y a eu un rapport qui a été publié dans certains journaux, mais qui est public, et il dit qu'il y avait des problèmes. Maintenant, les rapports qui ont suivi, on ne les a pas vus. Le ministère, lui, n'a pas sorti les rapports. Il dit que, pour une raison X, il ne s'explique pas pourquoi il ne sort pas, quelles sont les vraies raisons. C'est bien sûr, le programme est mal ficelé. Si le programme était bon, tout le monde l'aurait appuyé, mais c'est un programme qui a une certaine difficulté. Alors, nous avons le témoignage de Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Le constat est lapidaire. Ce sont des incompétents. Là, je pèse mes mots. Ce sont des incompétents qui jouent avec l'intime des élèves, dit ce professeur d'histoire, choqué de voir que le ministère de l'Éducation s'apprête à confier l'enseignement d'une matière aussi délicate que la sexualité humaine à des gens n'ayant aucune expertise en la matière. C'est beau de dire que les parents ne savent pas enseigner la sexualité aux enfants, mais les enseignants, c'est des parents. Ils sont comme nous. On leur donne une tâche supplémentaire et on leur dit, parce que vous avez un titre, vous êtes des experts. C'est impossible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y a une autre qui s'appelle Esther Chouinard. Elle dit, les personnes qui feront l'éducation, les personnes qui feront l'éducation à la sexualité n'ont pas besoin d'être des experts de haut niveau pour que la qualité des interventions avec les élèves soit assurée, ajoute-t-elle, estimant que quelques heures de formation suffiront aux yeux du ministère. Mais voyons, dans une classe, vous avez 20 personnes, 30 personnes, puis chacun il a un degré de maturité différent, puis chacun a une culture différente, puis un background différent, puis vous allez parler à tout ce monde-là. Comme ça, là, c'est des mots magiques que vous allez sortir de votre bouche, puis les gens vont comprendre. C'est pas comme les parents qui connaissent leurs enfants. Ils connaissent la sensibilité de l'enfant, qui vont respecter le stade de maturité de leur enfant. Alors, ça c'est un exemple du rapport, un exemple d'un article paru dans la presse au sujet de ce rapport que le ministère ne voulait pas dévoiler. Il a dévoilé le premier, mais il n'a pas dévoilé ceux qui étaient par la suite. Il les a cachés. C'est bien sûr, les profs ne veulent pas enseigner ce cours-là. Il y a juste les sexologues qui veulent enseigner. Mais les profs, il y en a beaucoup qui ne se sentent pas à l'aise avec la matière. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment dire. Ils ont peur que les gens se plaignent, ils ont peur que ça ne corresponde pas à la mentalité de l'enfant. Ben normal. On va aller au programme lui-même. Si nous prenons le préscolaire, c'est sûr que vous ne pourrez pas lire parce que c'est trop petit, mais c'est simplement à titre indicatif. En première année, le ministère va dire, on va leur apprendre comment les différents organes sexuels, est-ce que c'est bien important que quelqu'un dise pénis au lieu de dire zizi, je ne sais pas si c'est vraiment ça là qui va régler les problèmes des enfants. Mais eux, ils prétendent que quand l'enfant, il connaît le terme exact, puis il veut dire, ah, ça c'est le clitoris, puis ça c'est le vagin, alors là, quand il va se faire abuser, tout le monde va pouvoir le prendre au sérieux. Je ne sais pas, ça a peut-être de la valeur, mais de toute façon, nous, on n'est pas contre qu'ils connaissent les noms des affaires, mais c'est l'esprit qui est derrière ce programme-là. Alors, en préscolaire, on apprend les parties du corps. Les parties du corps, les filles, les garçons, les sens, goût, odorat, toucher, les émotions, les sensations, elles sont agréables, elles sont désagréables,
Et on dit aux enfants, protégez vos parties privées. OK, c'est bon, c'est sûr. Par contre, on leur dit, dans la grossesse, il y a quelque chose qui s'appelle la rencontre de l'ovule de la maman avec le spermatozoïde du papa. C'est un terme gros comme ça, puis je ne sais pas si ça correspond vraiment à la compréhension des enfants. Qu'est-ce que ça va donner à l'enfant d'utiliser ces termes-là? Spermatozoïde. Je ne sais pas, mais eux, ils savent. On leur dit accouchement vaginal ou accouchement par césarienne. À l'âge de 5-6 ans, est-ce qu'il faut dire ça à un enfant? Je ne le sais pas. On a toujours vécu jusqu'à l'âge de 8, 9, 10 ans, on ne savait pas d'où venaient les enfants, comment sortaient les enfants, et on n'en est pas mort. Maintenant, aller dire à l'enfant qu'on va faire une incision pour faire une autre incision dans l'utérus pour sortir le bébé, et peut-être que ça va traumatiser l'enfant, je ne le sais pas. Mais disons, là encore, ce n'est pas la fin du monde. Mais tout ceci, c'est parce qu'ils veulent envoyer un message aux parents comme quoi ne racontez pas des histoires, des sornettes, comme ils disent. Ne racontez pas des sornettes à vos enfants, ils ont droit à connaître la vérité. OK. So what? Vous leur dites quoi? Savoir que l'accouchement se fait à travers le vagin? Bon, ce n'est pas la fin du monde. Mais le message est donné. Vous ne raconterez plus les bêtises que vous racontez aux enfants. Peut-être que c'était des bêtises ou des histoires... parce que dans le temps, la mentalité était différente. Il y avait, la pudeur était plus marquée que maintenant. Actuellement, la pudeur naturelle que nous avions, elle est pas mal tabassée. Alors, nous, tout ce qu'on veut, c'est de ne pas bousculer les enfants avec des informations qui vont au-delà de leur compréhension. Maintenant, est-ce que c'est important de dire à un enfant à la maternelle qu'il pourrait qu'il pourrait y avoir des attouchements, que si jamais il y a quelque chose, qu'il le rapporte à un adulte ou qu'il le rapporte à ses parents? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a peut-être d'autres façons de prévenir les abus sexuels que le fait de dire à l'enfant: surveille, ton oncle, il va trop loin. Un tel t'a touché, un tel t'a regardé, un tel t'a caressé, un tel... Tout le monde devient suspect. On se méfie de tous les adultes, on se méfie de la société, et on fait rentrer dans la tête des enfants les choses croches. Je ne sais pas combien de pourcents d'abus sexuels il y a parmi les enfants, mais pour en sauver 5% ou 10%, on va mettre dans la tête des 90 autres pourcents des choses qui auraient été théoriques, puis qu'il n'y aurait pas eu à en souffrir. On passe outre à cela. Si nous allons dans la page 10, c'est toujours en première année. En première année, première année, c'est de 6 à 7 ans. Alors là, on dit aux enfants, la société vous donne des stéréotypes, vous impose des rôles sexuels. Ça a l'air approprié, mais ça peut contribuer à vous diviser, vous les enfants, garçons et filles. Les stéréotypes que les adultes vous imposent vous divisent. Mais ce serait beaucoup mieux d'élargir la conception des élèves quant au rôle sexuel pouvant être exercé par les garçons et les filles au-delà des stéréotypes et favoriser le respect des différences. Là encore, ils viennent de mettre un message subliminal, quasiment, dans le texte, dans le programme. Puis là, ils disent aux enfants, les stéréotypes de vos parents, d'abord, pourraient vous diviser, mais ensuite pourraient mettre dans votre tête des choses qui vont vous priver, dans le futur, de faire ce que vous voulez. Peut-être vous ne voulez pas être un garçon, puis là, on vous dit, non, parce que tu as un zizi, tu es un garçon.
Alors, les parents en mettent des stéréotypes. On dit à un garçon, tu dois être fort, tu dois jouer avec le camion, ta sœur, elle est douce, elle joue à la poupée, mais les stéréotypes, on les renforce pour que chacun s'épanouisse. Mais là, eux, il y a un autre message ici, comme quoi, les stéréotypes, peut-être c'est pas bon. Peut-être que les stéréotypes, on peut pourraient vous empêcher de maturer. À la page 14, un peu plus loin, ils ont besoin d'une sexualité qui présente une vision positive de la sexualité et intègre ces dimensions. Alors, le programme dit, ils ont besoin d'une vision positive de la sexualité. Ils n'ont pas dit une vision équilibrée, du positif, du négatif, c'est correct. Mais non, une vision positive. Tout ce qui est sexe, c'est positif. Le rôle positif de la sexualité. Il ne faut pas seulement leur parler de l'aspect danger ou de l'aspect prévention. Restez dans le positif pour ne pas... Hein? Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça. Je ne voudrais pas prendre tout le temps, mais il y a... c'est sûr que chaque année, jusqu'au 5e secondaire, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver. Par exemple, à l'âge de 9-10 ans, en 4e année, les interventions réalisées auprès des adolescents doivent accompagner leur réflexion sur leur identité en tant que fille ou garçon, ou sur les effets nuisibles sur les versions traditionnelles. Maintenant, ce qui est traditionnel est nuisible. De la masculinité et de la féminité, qui peuvent affecter leurs relations interpersonnelles et leur comportement sexuel. C'est toujours des messages qu'on glisse à travers le programme. À l'âge de 12-13 ans, en première secondaire, on leur dit l'orientation sexuelle, question d'attirance et d'amour, le continuum de l'orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité. Donc, c'est tout un méli-mélo. Je ne sais pas là si tous les enfants vont être bisexuels ou homosexuels ou... Est-ce que ce n'est pas la confusion qu'on est en train d'insérer dans la tête de ces pauvres enfants? Et ça, c'est à l'âge de 12-13 ans. Il me semble que 12-13 ans, c'est quand même jeune. Alors, par exemple, au 3e secondaire, à 14-15 ans, ils disent, pour ne pas être en retard pour l'expérimentation de certains gestes comparés à ses amis. Comme quoi, à l'âge de 14-15 ans, si ton ami a fait certains gestes sexuels, pour ne pas que toi tu sois en retard là, tu serais mieux d'être dans la game. Être en retard à 14-15 ans, je veux dire, on est en train de leur mettre quoi dans la tête? Au lieu de leur dire, occupez-vous de vos études, respectez votre famille, la sexualité est bonne, on n'a rien contre ça, mais chaque chose en son temps. C'est bien connu que de l'âge de 6 ans à l'âge de 12 ans, même Sigmund Freud, le psychanalyste, parlait de le sommeil, l'âge de latence, le temps de latence, le temps de l'innocence. Je veux dire, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Sigmund Freud en parlait il y a 150 ans. Je veux dire, la psychologie n'est pas une science exacte. Eux, ils ont tout ça des écrivains, des psychologues, des psychanalystes, des gens de toutes sortes qui ont étudié, qui ont fait des recherches. Oui, c'est bon. Mais je veux dire, ce n'est pas nécessairement la seule vérité. Ça peut changer. Les recherches scientifiques peuvent être dans le tort. On ne peut pas juste jeter nos enfants puis leur laisser juste comme ça parce que c'est la science.
Il faut la science, mais il faut la logique. Il faut l'amour. Dans ce livre-là, dans ce programme-là, il n'y a pas d'amour. Dans le programme du ministère, on ne parle pas de l'amour. Regardez où est-ce qu'on est dans notre société ici actuelle. Dans la société actuelle, c'est la totale confusion. Tout le monde se plaint de tout le monde, puis tout le monde accuse tout le monde, puis tout le monde va faire un scandale à tout le monde, puis il n'y a pas d'amour. Si vous, toute question qui se présente à vous, essayez de la comprendre sous le spectre de l'amour. Est-ce que ma fille qui a 14 ans et qui est enceinte, comment je dois me comporter envers elle? Avec amour. C'est celui qui a couché avec elle puis qui l'a laissée. Est-ce qu'il s'est comporté avec amour? Il y a des choses qui sont... des fois, il faut se poser la question. Et cette question-là, si le Christ a dit « notre religion est une religion d'amour », c'est vrai. C'est la seule explication qu'on a. Les gens, ils croient pas quand ils voient des chrétiens pratiquer la religion chrétienne. Ils pensent que c'est des gens d'une autre époque. Mais merci. Je me présente, Robert Gendreau. Je pourrais vous dire que je suis prêtre depuis 35 ans pour le diocèse de Montréal. J'ai été curé dans plusieurs paroisses, donc j'ai eu des expériences de toutes sortes avec les sacrements, les enfants à l'école. Autrefois même, j'avais le droit d'aller dans les écoles. Imaginez-vous, parler aux enfants. Alors, on a réglé ce problème-là. Si j'entre habillé comme ça dans une école, je vous dis que les yeux sont vraiment... Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, alors, peut-être que ça peut aider une petite présentation, mais dans le sens où j'ai un parcours, assez long ici, dans notre beau Québec, et j'ai connu pas mal toutes les époques, même un éloignant de l'Église un certain temps, parce que, de l'Église, pas du Seigneur, là. Mais les choses se sont replacées le jour où je me suis demandé, le sens de la vie, pour moi, j'ai pas de problème avec l'amour. J'aime ça, c'est parfait, ça fait mon affaire. Maintenant, le sens de l'amour, là, par contre, j'avais un petit peu plus de difficulté à trouver une réponse. Et je vous assure que si je n'avais pas trouvé de réponse, je ne serais pas ici après vous parler. Pas parce que je ne serais pas prêtre, mais je serais probablement plus là, sur cette belle planète, depuis longtemps. Car, alors, le sens de l'amour, quand je l'ai découvert, après réflexion très sérieuse, parce que c'était vraiment sérieux, et sans préconception, puis j'étais, comme je vous dis, un peu loin de l'Église, j'ai vu cette image du Sacré-Cœur qui était comme à côté de moi, qui me montrait son cœur. Ça faisait appel à toute mon éducation et tout ça. J'ai dit, ça, c'est une réponse. Et à partir de là, ma vie a commencé à changer jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à devenir prêtre. Une fois prêtre, donc, je me rappelle d'être allé dans une école, Marie Favry, la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Et puis, dans une des rencontres avec les petits de deuxième année, c'est assez extraordinaire, les enfants qui sont en deuxième année. D'ailleurs, c'est reconnu, ils ont une phase mystique. Tu leur parles de Jésus, c'est pas compliqué, ils le voient. Ils sont absolument extraordinaires dans leur réception de ce qu'on leur dit. Alors, à un moment donné, je dis, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y en a dans les garçons ici qui ont déjà pensé à devenir prêtre? Là, il y en a 2, 3 qui ont levé la main, puis quand ils ont vu qu'ils étaient tout seuls, ils ont rebaissé tout de suite. Tu comprends? Bon, mais j'ai dit, écoutez, c'est correct, il faut y penser comme il faut, mais réfléchissez-y parce que c'est quelque chose de très beau. Les filles, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé être maman puis qui ont hâte d'être maman? Pas une réponse. Non, mais j'étais renversé. J'ai dit, mais attendez un peu, là, vous ne voulez pas être maman? Non. J'ai dit, est-ce que je peux savoir pourquoi?
On ne veut pas souffrir. Bon, ouais. J'ai vu que là, on était loin de l'éducation que mes sœurs ont reçue. En tout cas, tout ça, j'étais un petit peu inquiet. Toujours est-il que l'expérience que Raymond Ayas propose, quand je l'ai entendue, j'ai trouvé ça vraiment, il y avait de la lumière dans ça. Je suis attiré par la lumière. Et je me suis dit, voilà que cette expérience peut donner aux parents une occasion d'exercer leur droit de premier éducateur de leur enfant, de les protéger. Ce projet-là les invite à saisir cette occasion pour donner eux-mêmes le contenu. Mais attention, ce n'est pas une grosse charge là, qu'on leur met sur les épaules. C'est-à-dire qu'il y a le programme qui est là, qui est obligatoire, on va le prendre, on va regarder ça. Si on le sait d'avance, on peut ouvrir le dialogue avec les enfants et les préparer. Donc, les parents ont besoin d'aide. Le gouvernement fait une chose pour les enfants, mais moi, je pense que ça peut être récupéré par les parents et ça peut les aider eux. Et le nerf de cette pratique, je ne parle pas de guerre, mais c'est de favoriser le plus possible le dialogue entre les parents et les enfants. Le parent, voyez-vous, le gouvernement dit « Oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'instruction, ils sont séparés, ils sont dans toutes sortes de situations. » Peut-être, mais le parent a une autorité naturelle qu'il n'y a pas un enfant qui peut contester. Et ça, je pense que l'État voudrait peut-être, en plus d'avoir le pouvoir, avoir l'autorité. Alors ça, pour moi, il y a une distinction très nette ici. Le gouvernement a le pouvoir, les parents ont l'autorité. Maintenant, c'est beau en mots, ça, mais comment peuvent-ils l'exercer? Alors, c'est ça qui m'a plu dans le projet de Raymond. C'était donc donner un petit coup de main aux parents dans cette prise en charge, mais pas totale, mais les premiers, qu'ils soient les premiers intervenants. Alors, vraiment, qu'il y ait de l'instruction, qu'il n'y en ait pas, il y a des choses qui sont enseignées, et puis le sens commun, vous savez, le sens commun va parler dans la majorité des cas. Je ne pense pas qu'il y ait de parents qui ne veulent pas le bien des enfants, puis ils vont dire « ça, là, ça n'a pas d'allure, c'est un mot, dit là. Puis ça, ben ouais, ça aime ça. » Puis peut-être. Et puis, le mariage, ils peuvent en parler comme ils sont, où ils sont rendus, mais ils ne peuvent pas nier que c'est quand même une belle chose, même si peut-être ils ont été mariés, ça n'a pas marché. Le dialogue avec les enfants est extrêmement éclairant parce qu'ils cherchent les enfants, ils veulent savoir. Ils n'osent pas trop poser de questions, puis les parents n'osent pas trop en parler. Comme on a dit tout à l'heure, les professeurs non plus. Les parents n'ont pas le goût de dire un pénis au lieu d'un zizi. Les professeurs non plus. Par contre, ça va mal dans ta affaire. Alors, on va en parler, puis on va voir. Puis là, quand le temps viendra, le parent peut dire, il y a aussi ce nom-là, vous allez entendre, tu vas entendre ça des fois. Tu sais, il y a une façon de présenter les choses. Puis, si l'enfant, d'après le projet de Raymond, il y a un contrat qui est passé entre le professeur et le parent. Pourquoi? Pour pouvoir, pour le bien de l'enfant. Et là, est-ce que le parent va expliquer qu'il va se charger de ça? Est-ce que le fait de retirer l'enfant de la classe pendant qu'il reçoit le cours, ça c'est le plan de Raymond, mais c'est encore le parent qui décide. Si le parent il décide, bien j'aimerais ça qu'il reste là, moi j'aimerais ça voir que... Puis quand l'enfant a reçu le cours avec sa gang, puis qu'il revient à la maison, puis comment c'était? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La question du dialogue, je vous assure, on donne des outils aux parents et cela, moi, que ce soit fait d'une façon ou d'une autre, c'est très riche. Le fond du problème, bien sûr, c'est que, donc, on ne veut pas retirer les enfants du programme, on veut vraiment que ce soit les parents qui aient la priorité, comme ils devraient l'avoir. Au fond, là, et ça, c'est ma perspective, peut-être un peu plus professionnelle, mais
les catholiques, les chrétiens sont d'accord. Il y a un rejet de Dieu, un anéantissement de la foi qui est presque systématique. Et ça, ça vient comme en second, mais la foi, la vie chrétienne, ça commence dès la naissance. C'est les parents qui tiennent ça, puis qui sont aidés par l'Église. On accuse l'Église de bien des choses ces temps-ci. Le timing n'est pas très bon, m'a dit mon archevêque, pour votre affaire. Mais j'ai dit, oui, on ne peut pas choisir, c'est comme ça, c'est là. C'est vrai. Mais j'ai un ami qui me disait, la question des prêtres pédophiles, là, c'est 1 sur 2220, d'après une étude récente aux États-Unis. 0.0045. C'est pas beaucoup, là. Est-ce qu'on va complètement balayer l'Église à cause de ça? Ce serait un peu cavalier. Puis là, vraiment, on risque d'avoir une société en décadence totale parce que le sens de la morale et puis l'exemple des chrétiens, je pense que pour une société, c'est une lumière aussi. La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine dans l'unité de son corps et de son âme. Imaginez-vous. Il y en a qui se demandent si elle existe. Bon, c'est leur problème. Mais les parents, je pense qu'ils vont dire, écoute, il y a quelque chose de plus que juste le corps. On accuse l'Église de parler seulement de chasteté. Ah, vous autres, comment on parle? On ne parle pas juste de chasteté. Cependant, on en parle. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Parce qu'il s'agit là d'un apprentissage de la maîtrise de soi en vertu de la liberté humaine. Qui ne sait pas maîtriser ses passions devient malheureux et n'obtient pas la paix, et il ne la trouvera pas. La maîtrise de soi est une œuvre de longue haleine. Ça n'est jamais acquis une fois pour toutes. Alors, ce n'est pas juste pour les enfants, mais les parents qui sont en dialogue et impliqués vont eux aussi en découvrir la richesse et ça peut les aider. On parle beaucoup de droits dans notre société. Un droit particulier de la personne, c'est celui de recevoir une information et une éducation qui respectent les dimensions morales et spirituelles de la vie humaine. Les parents, eux, ont le droit de s'assurer que ces dimensions-là soient respectées. Non pas en obligeant le gouvernement à le faire, ce n'est pas le rôle du gouvernement, mais en assumant eux-mêmes ce rôle qui prépare et protège leurs enfants de tout ce qu'ils vont voir, et Dieu sait qu'ils vont tout voir, et entendre, ils vont tout entendre, non seulement en classe, mais avec leurs amis, avec l'Internet, c'est pas long qu'ils en ont un, ou en tout cas, ils utilisent celui de papa ou maman, ou en tout cas, et dans toutes les circonstances de la vie. Il est vrai qu'il y a un important besoin de formation et d'information pour les jeunes dans le domaine de la sexualité. C'est un fait et je pense que personne ne le conteste. Cependant, l'enfant, comme l'a laissé entendre M. Raouf Ayas tout à l'heure, il est à une époque de sa vie où il forme sa personnalité. Il a besoin de repères solides et non pas d'une exposition de tout le mélange que la société propose aujourd'hui. Si c'est un petit gars, c'est un petit gars. Commence pas à y mélanger les affaires en partant. Il cherchera peut-être plus tard, il étudiera les affaires. Ce sont les parents qui ont l'autorité de lui dire « Oui, mon petit gars, t'es un petit gars, t'es une petite fille. » On ne l'oblige pas à jouer avec un camion. Il y a des filles qui jouent avec des camions. Pas de problème, voyons donc. Ils jouent. Vous savez ce que c'est, le jeu? On découvre 1000 choses. Alors, non. Et la question des stéréotypes, là, c'est l'accompagnement qui est important. Répondre à leurs questions. Si on peut ouvrir ce dialogue, je pense qu'on est en affaires. Donc, voilà, c'est les parents qui bâtissent la liberté de leurs enfants. Le principe de la séparation de l'Église et de l'État ne signifie pas le rejet de l'un par l'autre, comme on essaye toujours de le faire entendre. Alors, parce que si c'est ça, il y en a un des deux qui va gagner et ça devient un régime où il n'y a plus de liberté. C'est ça aussi que l'Église protège et défend.
Et quand je parle d'Église, je ne parle pas seulement des évêques, je parle de tous les chrétiens, en commençant par les parents ici ce soir. Ce n'est pas à l'État d'inviter à connaître et à imiter Jésus-Christ. Bon, c'est aux parents à le faire, puis à l'Église à les soutenir. Encore une fois, c'est la séparation entre l'Église et l'État. L'État veut... Les parents vont dire aux petits-enfants, tu sais, il y a bien du monde dans ta classe qui n'ont peut-être pas la foi. Peut-être ton professeur n'a pas la foi non plus. Alors, l'enfant doit l'apprendre, ça aussi. Et ça l'aide à discerner et à comprendre bien des choses. Et à relativité l'autorité que d'autres veulent essayer d'enlever aux parents. Alors, voilà, je pense que nous arrivons à une étape importante maintenant et qui fait que si les parents trouvent qu'il y a des questions trop complexes qui leur sont amenées par leurs enfants, excusez, j'amène toujours cette question. Comment ça coûte pour changer de sexe, maman? Bon, je ne le sais pas, mais je vais te répondre, mais là, laisse-moi y penser. Qu'est-ce que tu veux? Puis elle en parle au papa, puis après ça, bien, il appelle son ami, puis sais-tu qu'est-ce qu'il m'a demandé, puis sais-tu quoi? Puis là, on réfléchit, on se calme. Est-ce que on est d'accord avec le changement de sexe? Peut-être que les parents sont d'accord, peut-être, je ne sais pas. Mais probablement que les parents catholiques ne le sont pas. Est-ce que tu penses que c'est ce que le bon Dieu veut? Non. Ah bon? Alors, s'il ne veut pas, pourquoi on le ferait? Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas question d'avoir un prix, on n'en veut pas. Fait que c'est ça. Alors, on s'aide à répondre, je ne sais pas. La solidarité entre les parents est extraordinaire. Et ça aussi, c'est la communauté. Et ça aussi, c'est l'Église. Et il faut qu'elle reste vivante au Québec. Merci beaucoup. Nous avons reçu quelques questions. Je vais laisser de côté les commentaires et certaines personnes nous ont donné des conseils. Donc, merci. Et je vais prendre, si ça ne vous gêne pas, la première question, parce que je connais la réponse. Donc, une question est, est-ce qu'on connaît l'identité des auteurs de ce programme et leur intention? Le gouvernement a produit un certain nombre d'objectifs pédagogiques basés sur les recommandations d'experts, beaucoup d'experts. Et il y a beaucoup de références, énormément, et toutes les références sont incluses sur le site web du ministre de l'Éducation. Par contre, il n'y a pas une personne qui est motivée à rechercher et à lire tous ces livres-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder d'où viennent ces gens-là. Et aussi, il y a un citoyen, ou une citoyenne en fait, je ne me souviens pas, qui a fait une demande d'accès à l'information et qui a demandé au gouvernement, pour ceux qui connaissent c'est quoi une demande d'accès à l'information, on fait une demande au gouvernement d'avoir une information qui n'est pas librement disponible dans le public. Qu'est-ce qu'elle a produit? Quelle était cette demande? Produisez tous les documents qui ont été utilisés ou qui ont rapport au programme d'éducation à la sexualité. J'ai téléchargé ça, c'est disponible sur Internet, et j'ai fait simplement une recherche dans le PDF. Combien de fois je trouve le mot UNESCO? Okay? L'UNESCO, c'est les Nations Unies. Ça sort 27 fois. Il y a 27 références officielles de l'UNESCO. Donc, nous savons que ce programme-là ne vient pas uniquement de sexologues québécois. Il y a eu des équipes de personnes au Québec qui ont regardé le programme, mais il a aussi été élaboré aux Nations Unies. Ce qui revient à une question que nous avons discutée tantôt. À qui appartiennent les enfants? Est-ce que les enfants du Québec appartiennent à leurs parents? Est-ce qu'ils appartiennent à des fonctionnaires québécois? Est-ce qu'ils appartiennent à des fonctionnaires à Ottawa ou aux Nations Unies? Pourquoi est-ce que des gens des Nations Unies nous disent comment enseigner à nos enfants? Quel est le rapport? Pourquoi nous, on doit accepter ça? Alors, voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Pour leurs intentions, ça, il faudrait leur demander. Je vais passer à une prochaine question que je trouve pratico-pratique. Et si vous permettez, puisque j'ai les micros, je vais y répondre moi-même.
Comme nous avons expliqué, nous demandons un cheminement particulier, un cheminement alternatif. On demande à ce que le parent et le professeur, les parents qui le désirent, on ne dicte pas quoi faire à tous les parents québécois. C'est uniquement ceux qui sont intéressés sincèrement à prendre en main l'éducation sexuelle de leurs enfants. On leur demande dans notre processus de faire une entente avec le professeur, où le professeur, 10 jours, 12 jours, 14 jours avant de donner le cours, que le professeur communique les thèmes et objectifs qui seront enseignés. Le parent, vu que le parent a un outil pédagogique qui contient ces objectifs et ces thèmes-là, est capable de les retrouver dans notre livre, vu que ce sont exactement les objectifs demandés par le ministère, il est capable de les trouver et trouver nos réflexions. Maintenant, nous, on n'a pas des réponses immuables. On propose des idées, des pistes de solutions. Et le parent enseigne. Et une fois que le cours arrive, le professeur permet à l'enfant d'aller à la bibliothèque ou tout autre endroit désigné. Alors la question est, que faire si le professeur ne veut rien savoir de ça? C'est une bonne question et ça va arriver. Et il y aura des idéologues. Il y aura des idéologues qui ne voudront pas cela parce qu'eux veulent contrôler le message. Mais franchement, quand on a un parent totalement sincère, qui veut faire partie de l'équipe école, qui veut faire partie de l'éducation, qui a les outils nécessaires pour faire le travail, pourquoi est-ce que le professeur lui dirait non? Non, il peut dire non. Et on peut aller voir le directeur. Et on peut faire part au directeur de nos préoccupations et de notre désir de suivre ce plan-là. Peut-être que le directeur aura un autre son de cloche. Peut-être qu'à la commission scolaire, il y aura un autre son de cloche. Mais je dis, ayez une démarche respectueuse et dans la paix. Faites votre point avec sincérité et fermeté. Ce sont vos droits. Si la porte est fermée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer encore et encore et encore. Ce sont vos enfants, vous avez un mot à dire. Quelque part au Québec, il y aura des profs qui vont accepter, il y aura des précédents et on va travailler là-dessus. Que tout le monde mette de la pression. Poussez, poussez, poussez. Ce sont vos enfants, ce sont vos droits, c'est votre responsabilité parentale. Le gouvernement n'est pas le propriétaire de votre enfant. Le professeur n'est pas le propriétaire de votre enfant. C'est quelqu'un qui est à notre service et qui veut le bien de notre enfant, mais qui travaille parce que nous avons délégué des tâches. Maintenant, nous n'avons pas besoin de déléguer toutes les tâches. Alors, poussez, poussez, poussez. Docteur Ayas, l'amour n'est aucunement cité dans le programme du ministère. Selon vous, est-ce que le ministère encourage la fornication entre les jeunes plutôt que de faire l'amour? Si oui, pourquoi ne pas exposer ce fait à la place publique? Je ne ferai pas de procès d'intention. Je ne pourrais pas dire que le ministère encourage quelque chose de mal. Moi, je suis un peu naïf, un peu enfant de cœur. Je pense que tout le monde est bon. Je ne peux pas dire autrement. Je pense que le ministère est pris avec des théories, puis des idéologies, puis est pris avec une laïcité qu'il veut imposer à tout le monde. Puis il veut pas qu'on ait des préceptes religieux. Il ne veut pas qu'on ait une force de religion. On est dans une société de consommation où tout le monde doit consommer et consommer des avortements et consommer des capotes et consommer des médicaments et des antibiotiques. Et je ne sais pas. Il n'a pas une attitude moralisante. La morale n'est pas dans ses plans. Pour lui, le relativisme est roi. Tout le monde est égal, toutes les religions sont égales, toutes les façons de faire sont égales. Mais de là à dire qu'il encourage la fornication, moi, je n'aimerais pas dire ça. Est-ce que le cours ne pourrait pas être donné par des infirmières?
Ben, écoutez, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va donner? Hein? C'est pas parce que c'est une infirmière qu'on connaît le contenu de sa pensée, de ses idéologies, de soi. Évidemment, si c'est une personne que l'on connaît ou qu'on sait qu'elle est catholique ou n'importe quoi, on va être beaucoup plus à l'aise. Mais demander ça, c'est trop, c'est peut-être trop. Faut faire attention. Effectivement, le danger, Raymond l'a dit, mais je le répète, c'est que le professeur n'ait pas le goût de le donner. Et tout d'un coup, il reçoit des offres. Hey, nous autres, on pourrait vous le donner, on est des spécialistes, puis il ne connaît pas du tout, puis il ne sait pas qu'est-ce qui... Alors là, les parents doivent être encore plus inquiets. Donc, c'est ça. Il ne faut pas laisser aller les choses comme si elles allaient de soi. Une infirmière aurait certainement beaucoup de choses à dire, mais on ne sait pas ce qu'elle va dire. Pensez-vous pas que l'action devrait être menée par un groupe qui, pour toutes les bonnes raisons, pourrait présenter les mêmes arguments, question de faire passer la pilule sans l'intervention catholique, bien qu'elle soit à la base justifiée par cet esprit et cette éducation chrétienne, question de ne pas irriter ceux qui sont encore à vouloir attaquer l'Église, avec tous mes respects pour ceux qui sont présents. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est ça. L'Église est présente parce qu'elle est présente dans la vie des catholiques. Hein, c'est pas l'Église qui s'impose ici. Les catholiques demandent son appui, son expertise et ils font confiance. L'archevêque a demandé, d'ailleurs personnellement, il m'a demandé de ne pas être le porte-parole de ce projet. Ça donne une fausse impression. C'est-à-dire que c'est un père de famille qui a institué ça et puis on est ensemble autour, il y a d'autres familles qui sont là, mais la présence d'un prêtre, par contre, ça sécurise les parents, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui entendent, on va en entendre parler. Moi, je travaille à l'archevêché au niveau de la liturgie. Alors, je suis très facile à rejoindre. Écoutez, puis je réponds à mes téléphones. Les courriels, j'en ai trop. mais c'est ça. Donc, je pense que l'Église n'a pas... Écoutez, est-ce qu'elle a été consultée dans l'élaboration du programme? Bien, je ne pense pas. C'est une équipe de sexologues spécialisés. Très bien. Est-ce que le gouvernement a à le faire? Pourrait toujours le faire s'ils veulent, mais ils l'ont fait à leur façon. Mais l'Église, elle, a son rôle à jouer. La séparation entre l'Église et l'État n'empêche pas la collaboration. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. C'est qu'on accepte le gouvernement et on aimerait bien que le gouvernement accepte le travail de l'Église et les parents qui, eux, veulent avoir des instruments et veulent grandir dans leur foi à travers pas juste dans leur foi, dans leur vie de famille aussi et de couple. Est-ce qu'il y a de l'idéologie dans le programme du gouvernement? Cette fois-ci, je pense que oui, il y a de l'idéologie. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les travaux du docteur Kinsey aux États-Unis, puis le docteur Kinsey s'est attardé à toutes sortes de choses croches, a prétendu qu'il avait eu des résultats de recherche, puis c'était pas vrai. Et a sorti des théories, puis tout le monde l'a suivi. Puis on est dans un monde on n'est pas dans un monde de vertu. Alors quand le vent, il va avec les choses croches, ben tout le monde embarque et ça va croche de partout. Je pense effectivement qu'il y a de l'idéologie. Les travaux du docteur Kinsey depuis 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, et ceci a continué. Les Nations Unies, l'UNESCO, tout le monde suit. Cette globalisation impose aux sociétés un agenda idéologique qui est anti-chrétien. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Quel est l'avis des autres religions? Nous, on ne parle pas pour les autres religions. Nous, on a fait une démarche dans notre expérience à nous. L'équipe est catholique. On parle pour les catholiques. On pense que notre vision du monde est bonne et mais nous vivons dans une société plurielle
et d'autres peuvent avoir leurs propres idées. On n'enlève rien à personne. Si d'autres groupes religieux veulent, c'est-à-dire d'autres religions, cette approche-là, on est catholique, mais elle est parfaitement adaptée aux protestants. Mais si d'autres religions qui ont d'autres visions du monde veulent prendre notre approche, notre méthode, et l'adapter à leur vision du monde, c'est parfaitement correct, mais on ne parle pas pour eux. Nous, on parle pour nous-mêmes. Et c'est une démarche qu'on croit correspond à la vision chrétienne. Et c'est pas fait pour prêcher, là. C'est pas Jésus et Marie à toutes les deuxièmes phrases. Alors, il y a énormément de sensibilité chrétienne, oui, mais je dirais plutôt qu'il y a aussi beaucoup de gros bon sens. Si les gens veulent du catéchisme, il y a des meilleurs livres que ça. Mais je vais passer dans ce thème-là, peut-être la dernière question à Père Gendreau. Est-ce que c'est la position du Vatican, ce que nous avons là-dedans? La position du Vatican, c'est une longue histoire, la position du Vatican. C'est-à-dire qu'elle est toujours en recherche et toujours en regard du monde dans lequel on vit. Et ils répondent aussi. Ils ont des documents absolument magnifiques, solides, qui sont loin d'être durs, doctrinaux, dans le sens, il n'y a pas d'ouverture. C'est ton cheminement. On voit où on veut aller, c'est-à-dire à l'épanouissement de la personne. Alors, c'est toujours ça qui est recherché. Et ils ont, eux autres aussi, des spécialistes. Ils ont, eux autres aussi, des sexologues. Mais, alors, il y a comme une globalité, là, et c'est eux qui préparent les documents qui se font. Et bon, je pense, vous savez, le pape, à un moment donné, on lui pose la question sur l'homosexualité. Et il répond, mais excusez-moi, mais qui je suis pour juger? Ce qui ne veut pas dire que pour juger l'homosexualité. Non, ça, il peut vous donner un bon discours là-dessus. Mais je ne sais pas, moi, l'histoire de cette personne. Vous savez, quelqu'un qui est abusé jeune peut abuser plus tard. Alors, il y a des contextes qui sont... Alors, qui je suis? Dieu seul peut juger à un certain moment donné. Mais l'enseignement, par exemple, la ligne à suivre, l'orientation, ce que Dieu veut pour l'épanouissement de tout le monde, de l'être humain, du bonheur des hommes, eh bien, je pense que le Vatican continue et avance et on peut vraiment se fier sur leur enseignement. Ce que tous les parents veulent, c'est le genre de relation avec leur enfant où leur enfant vienne leur parler. C'est très difficile. Posez à votre enfant, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Avec qui tu as joué? Souvent, les enfants, ils n'ont pas de réponse, ils ne se souviennent pas, ils ne veulent pas dire, c'est ennuyeux. Mais quand il y a des problèmes dans la vie, ça peut être de l'intimidation, ça peut être tomber enceinte, ça peut être avoir une peine d'amour ou n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de regarder les scénarios de catastrophe. Mais on veut le genre de relation où l'enfant vient nous parler. C'est ce que tous les parents désirent, spécialement dans un sujet aussi intime. Si le parent étant le premier éducateur, il veut aussi être là quand il y a des problèmes. Et si il n'est pas là, depuis la jeunesse, dans ce sujet d'intimité, pourquoi est-ce que l'enfant va venir le voir quand il y a un problème à 13 ans, 14 ans, 15 ans? Pourquoi? Il n'y a aucune raison, il irait voir son professeur. Ou peut-être pas son professeur, peut-être il a eu son programme donné par le prof de gym en 3e, puis un consultant extérieur en 5e ou autre chose. Est-ce que la référence, c'est vous? Est-ce que c'est le parent? Je conseille à tout le monde de prendre en main l'éducation à la sexualité de ses enfants pour le bien de ses enfants. Prenez vos responsabilités en main. Prenez ce livre, faites votre propre livre, trouvez une solution, mais soyez la personne ressource. La chose la plus importante que j'aimerais que tout le monde se souvienne, l'important c'est le dialogue, dialoguer avec vos enfants, ayez de la relation avec les enfants, et c'est ça qui va mener à plus de bonheur et moins de problèmes dans la vie.
Merci. Je vous passe le mot de fin. Nous arrivons à la fin de notre séance de ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir écouté religieusement. Il faut croire que le sujet était très, très sexy. Je remercie Raymond, je remercie l'abbé Robert Gendreau pour votre... Vraiment, vous êtes formidable. Moi, je n'ai été qu'un facilitateur, mais de toute façon, je remercie l'entraide Bois de Boulogne de nous avoir invités à donner cette conférence ici. J'aimerais aussi dire un mot de remerciement. Transmettez-le à Monseigneur Christian Lépine. Nous avons beaucoup d'affection pour lui et pour l'Église de Montréal et pour l'Église du Québec. Et je sais que des fois les temps sont durs, mais nous avons l'espérance. Alors, merci beaucoup. À mon tour, je vous remercie. J'ai 4 exemplaires que vous pouvez consulter. Malheureusement, on ne les a pas reçus pour pouvoir vous les distribuer, mais si vous voulez les consulter, il y a seulement qu'une chose qu'un de mes amis m'a dit, vraiment, votre titre n'est pas sexy.